Salut tout le monde et bienvenue sur Créativité, le podcast qui parle un peu de thé mais surtout de création. Je m'appelle Karel, dans la vie je suis dessinatrice, illustratrice, autrice de romans et je travaille depuis plus de 15 ans dans le cinéma d'animation. Mais vous me connaissez peut-être sous mon nom d'artiste ou de booktubeuse, Kodaleya. Sur Créativité, je vais vous parler de création dans l'écriture et le dessin, mes domaines de cœur. Ici, je vais aborder mes coups de boost, mais aussi mes coups de mou, mes retours d'expérience, mes aventures, mes peurs, mes angoisses, mes réflexions et mes expériences passées, actuelles et futures. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver ce podcast sur Instagram, sur le compte créativité.podcast, donc créativité, THE à la fin, et le tout sans accent. Mais ne vous inquiétez pas, tous les liens seront dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez une bonne boisson chaude et bonne écoute. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je vais faire un truc que j'ai complètement oublié de faire parce que je suis une podcasteuse en carton. Déjà, je voulais remercier toutes celles et ceux qui suivent ce podcast. Je sais que... Pourquoi j'y ai pas pensé avant? Mais bon, c'est pas grave. Merci beaucoup à vous. J'ai quelques retours ici et là et avec beaucoup d'encouragement. Donc encore merci. C'est un podcast que j'avais aimé composer et réfléchir dessus, mais c'est encore mieux quand on a des retours de gens à qui justement, en fait, ça sert et ça fait réfléchir, etc. Et c'est justement pour ça que je l'ai fait. Donc merci à vous. Merci à toutes celles et ceux qui se sont aussi abonnés. N'oubliez pas que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes possibles, c'est-à-dire Google normalement, Apple, Spotify, évidemment, Deezer, Pocket Cast aussi, qui est moi l'application que j'utilise. Je sais que j'en ai oublié, mais en tout cas sur les plateformes principales, vous pouvez le trouver, donc n'hésitez pas à y aller, à vous abonner, tout ça. Et merci encore, cœur sur vous. Petite annonce avant de commencer, je voulais juste vous dire que j'ai lancé une newsletter, donc c'est une newsletter à la base mensuelle, où je vais en fait parler de mes nouveautés une fois par mois, donc enfin mes nouveautés, mes actualités plutôt, voir où est-ce que j'en suis au niveau du dessin, de l'écriture et du podcast, donc avec les épisodes dispo. Évidemment, il n'y aura pas que ça, il y aura aussi quelques pensées, des trucs qui me sont arrivés dans le mois, etc. Je suis en train de réfléchir à voir si je rajouterais pas peut-être une newsletter une fois dans le mois, je sais pas quand, avec peut-être des choses que je voudrais dire qui rentrent pas justement dans ce cadre d'actualité. Donc si ça vous intéresse, les liens sont dans les notes de cet épisode et d'ailleurs dans les notes normalement de tous les épisodes, même ceux que vous avez écoutés avant. Donc voilà, écoutez, je vous propose qu'on y aille. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur et je pense qu'il peut aussi peut-être vous freiner ou vous faire réfléchir sur pas mal d'aspects. Je l'ai appelé « Au secours, je ne suis pas originale », mais on va dédramatiser, on va parler de tout ça. Alors, on va commencer avec le thé aujourd'hui. Donc c'est un thé à la menthe que j'ai acheté en vrac dans une épicerie bio qui est pas très loin de chez moi. Et donc je sais pas du tout d'où est-ce qu'il vient, etc. Mais qu'est-ce qui sent bon. Et il a littéralement embaumé tout mon placard quand j'ai fait sentir à mon homme. Donc il sent vraiment j'ai envie de dire presque chewing-gum Hollywood, vous voyez, vraiment la menthe à fond, quoi. Donc, n'hésitez pas à aller dans vos petites épiceries de thé, etc. En général, il y a du thé très très bon. D'ailleurs, je leur avais pris un thé à Sam à l'époque. Et bref, je l'ai encore d'ailleurs. L'épisode thé est terminé. Je vais vous parler donc du sujet qui nous intéresse ici, c'est l'originalité. Alors, c'est quelque chose qui travaille énormément, j'ai l'impression, surtout les jeunes auteurs. Et peut-être pas que les jeunes auteurs, je ne sais pas, mais en tout cas, cette espèce de, je dirais pas d'obligation, mais de quelque chose qui nous pousse comme ça à faire quelque chose d'absolument original, sinon on ne fait rien. Et en fait, je trouve que c'est une mauvaise façon de voir les choses. Alors, je pense qu'il y a eu déjà pas mal d'épisodes de podcasts faits sur l'originalité. Moi, je pars du principe que, en fait, tout a déjà été fait. Ça fait plus de 2000 ans, si c'est pas plus qu'on écrit. En plus, depuis l'imprimerie, ça s'est encore plus démocratisé, mais faut se mettre dans la tête que tout a été fait, toutes les histoires d'amour ont été faites, les histoires de mystère, de polar, de tout ça. Faut se sortir de la tête que voilà, la majorité a été faite et ça ne sert à rien de vouloir être original à tout prix. Ça ne sert à rien parce que, en fait, ça va vous freiner plus qu'autre chose. Parce que si vous voulez être original pour être original, être une espèce de de snowflake là, comme ça, de flocon de neige absolument unique et reconnu dans son unicité. Alors je comprends le côté, voilà, on veut sortir de la masse, etc. Mais c'est pas ça qui est important quand on crée, quand on écrit. L'important, c'est d'essayer de mélanger les inspirations. Parce que c'est ça qui va être intéressant, c'est voir qu'est-ce que vous allez mélanger, de quoi vous allez vous inspirer,
comment vous allez faire cette petite tambouille à vous et qu'est-ce que vous allez mettre de vous là-dedans. Et en fait, c'est ça qui est original, c'est que vous, en fait, il y a personne d'autre. Il y a personne d'autre qui a vos influences. Il y a peut-être plein d'autres gens qui ont les mêmes influences que vous, mais la façon dont vous allez les traiter, la façon dont vous allez les avaler, les digérer et les ressortir, ça n'appartient qu'à vous. Et c'est ça qui est important au-delà de l'originalité objective, on va dire, de votre histoire. Et c'est là, justement, dans votre particularité à vous, dans votre personnalité à vous, que vous allez être original. Parce que, comme je disais, il n'y a qu'un seul de vous, à moins que vous soyez jumeaux ou jumelles, je ne sais pas, mais en tout cas, même si vous êtes jumeaux ou jumelles, vous voyez très bien que vous êtes différent de votre jumeau ou jumelle. Donc, vous êtes un être à part entière et la façon dont vous voyez la vie, la façon dont vous voyez les choses, ça, c'est original et ça, c'est unique. Et c'est là-dessus qu'il faut se focaliser et non pas sur « Oh mon Dieu, je réécris ». On réinvente pas la roue, en fait. Il faut vraiment essayer de se retirer cette espèce de truc d'ego, peut-être. Je sais pas, il y a peut-être un côté où on veut absolument mettre sa patte indélébile, un peu comme on met ses mains sur Walk of Fame. Non, c'est pas là-dessus que ça se joue, en fait. Retirez-vous ça de l'esprit, ça fera beaucoup moins de pression sur vos épaules. Et surtout, écrivez l'histoire, créez les personnages que vous avez envie d'écrire et que vous avez envie de voir. Alors moi, je vais vous parler de mon cas précis parce que justement, c'est des choses qui... J'y ai pensé, mais ça ne m'a jamais détruite. En fait, ça m'a jamais arrêté en me disant « Oh mon Dieu, machin l'a déjà fait. Du coup, écoute, je mets tout ça à la poubelle parce qu'il faut absolument que je fasse quelque chose que personne n'a jamais vu avant. » Parce que c'est pas comme ça que je fonctionne, en fait. Donc ça m'a quand même, j'espère, retiré une grosse épine du pied parce que j'ai vraiment l'impression que c'est plus quelque chose qui freine les créateurs plutôt que ça ne les stimule, etc. Moi, par exemple, je vais vous donner quelques exemples. Dans mon projet que je suis en train de corriger, donc L'Oiseau de Feu, donc qui est comme je disais déjà, donc c'est un roman d'aventure young adulte qui se passe dans un Paris fin 19e uchronique. Et il se trouve que ça faisait longtemps que je voulais faire un univers avec, en tout cas diversifié, un univers avec des personnages d'origines différentes, de couleurs de peau différentes, de sexualités différentes, enfin beaucoup plus inclusif, etc. Parce que c'était quelque chose que je voyais très peu dans ce que je lisais, malheureusement. C'est quelque chose qui me tenait à cœur d'écrire sans pour autant que ce soit le centre principal de... Voilà, je voulais pas écrire parce que ces personnages étaient noirs ou quoi que ce soit, je voulais juste écrire une histoire où il s'avère que les personnages sont noirs ou métis. Il se trouve que quand j'ai commencé à écrire donc je m'étais déjà lancée dans la conception, dans la pré-production, dans le brainstorming, etc. avant de me lancer dans le premier jet. Et une fois que je m'étais lancée dans le premier jet, il y est sorti une série sur Netflix qui s'appelle Bridgerton. Et Bridgerton, alors, c'est une romance, c'est une série de romances qui se passe dans une Angleterre qui est beaucoup plus mixte et qui est beaucoup plus colorée que celle qu'on a dans notre inconscient collectif. Et en fait, de me dire merde, ça s'est déjà fait. Du coup, moi, mon fin 19e napoléonien français, on va dire que j'ai repompé Bridgerton parce que en fait... quoi que je fasse, de toute façon, mon roman sortira même après la saison 2 qui est sortie. Donc, merde, je ne suis pas originale, ça a déjà été fait. Et en fait, moi, c'est pas ça que je me suis dit, c'est que je me suis dit, voilà, en fait, c'est dans l'air du temps, je suis sur la bonne voie, en fait. C'est ça que je me suis dit, ça va pas gêner, parce que, il y a Bridgerton qui a déjà été fait. Ça a déjà préparé les inconscients, peut-être, ou les gens à se dire, tiens, pourquoi pas. Alors, il y aura forcément des gens qui vont trouver ça pas historique, mais comme je disais, c'est un pari, en tout cas, moi, uchronique que je fais. Donc, il n'y a rien d'historique. Ou en tout cas, ça a l'apparence de l'historicité, mais c'est tout. En fait, voilà, c'était plus, chouette. Ça a préparé les esprits. Ça, c'est déjà fait, donc c'est dans l'air du temps. Donc, je suis sur la bonne voie. Autre exemple aussi, dans ma saga précédente, donc Versipellis, qui est un roman, plutôt une saga de fantasy qui se passe dans une Europe fictive, on va dire, à peu près une période plutôt Renaissance, et il se trouve que c'est un roman qui a pour personnage où il y a des races en fait de loups-garous. Et je voulais des loups-garous qui soient, je vous renvoie vers l'épisode spécial Patreon où j'ai fait tout un épisode sur pourquoi ma passion des loups-garous. Mais je voulais faire dans ce roman-ci des loups-garous qui sont loin des loups-garous de cinéma, des loups-garous de films d'horreur, etc. Parce que c'était pas ça mes loups-garous, c'était autre chose. Je voulais pas des monstres de films d'horreur en fait. Et du coup, je suis partie sur une autre forme de loups-garous qui sont beaucoup plus
animaux, parce que c'était justement une race que je voulais qui soit plus animale que monstrueuse. Et ce qui fait que mes loups-garous donc se transforment en loups géants 3 jours pendant le mois. Et il se trouve que quand j'étais en train d'écrire, que j'étais en train de préparer et écrire ce roman, sont sortis les films de Twilight. Alors Dieu sait que de base, je n'aime pas Twilight, voilà, disclaimer. Donc autant vous dire que quand j'ai vu en fait les loups, la meute de loups-garous dedans, j'ai fait « Eh merde !» Et merde. D'autant que, voilà, si en plus c'est dans une œuvre que j'aime pas, c'est encore plus difficile. Mais, en fait, j'ai pris les choses de l'autre côté, je me suis dit, ah, c'est ça que ça donne, en fait. Évidemment, quand c'est bien fait, les effets spéciaux sont ok, ce qui n'était pas forcément tout le temps le cas dans les films de Twilight, mais ça me donnait une bonne idée alors qu'est-ce que ça donne des loups géants de cette taille-là, parce que c'était vraiment des loups de cette taille que j'envisageais, des loups qui parlent par télépathie aussi, et je me suis dit, ah, bah, ok, en fait, voilà, physiquement, au niveau de la présence, au niveau de la physicalité, ça donne ça. Ah bah, en fait, ça me plaît. Ça me plaît, donc je vais rester là-dessus, je vais rester sur mon idée. Et puis, c'est pas parce que c'est Twilight qui l'a fait que j'ai imaginé ces loups-garous-là bien avant que Twilight ne sorte, donc. Et puis voilà, quoi. Je veux dire, ce seront mes loups, ce seront pas les loups de Twilight, ce seront mes loups à moi, dans mon histoire à moi, avec ma sensibilité à moi, parce que j'aime de base, en fait, les loups. Moi, je suis une passionnée de loups, j'ai été voir les loups du Gévaudan, je suis une fan de la bête du Gévaudan, bref. Ça vient d'autre part que peut-être d'où viennent les loups de Twilight. Donc, c'est ok, j'accepte que 2 personnes éloignées sur Terre puissent avoir les mêmes idées, c'est pas grave, quoi. Et je vais vous donner une troisième. Alors attention, dans ce que j'explique, entre l'originalité et le plagiat, il y a quand même un gap. Je voudrais quand même mettre ça au clair, parce que évidemment le plagiat, on ne l'encourage pas, clairement. Là, je vous parle plus de coïncidences ou de choses qui, entre plusieurs œuvres, se ressemblent, mais qui ne sont pas non plus copier-coller ou vraiment identiques. Donc, comme je vous disais, j'avais vraiment aucun souci par rapport à Versipellis, par rapport à l'Oiseau de Feu, quant à cette espèce de crainte de ne pas être original parce que c'est peut-être trop ressemblant à ceci ou à cela. Mais par contre, il y a un autre domaine pour lequel, là, j'ai un tout petit peu plus de soucis. J'en ai discuté récemment avec une de mes amies. Et c'est marrant parce que justement, autant sur les autres, j'ai aucun souci, mais alors celui-là, je peine vraiment. Ceux qui me connaissent, et je pense que j'en ai déjà parlé dans un ancien épisode, c'est mon amour de la bête du Gévaudan et mon envie peut-être d'en faire quelque chose un jour dans une histoire, je ne sais pas encore sous quelle forme, etc. Et justement, c'est là-dessus que je bloque à ce niveau-là, au niveau de l'originalité, au niveau de savoir qu'est-ce que je vais faire, parce que là, j'ai l'impression que déjà tout a été fait. En tout cas au niveau écriture, je parle, c'est-à-dire les romans historiques. Des albums pour enfants, il y a eu des BD qui ont été faites, il y a eu des livres explicatifs, il y a eu des livres plutôt historiques, il y a eu des romans jeunesse là-dessus, il y a eu des romans plus adultes, il y a eu des romans d'anticipation. J'en ai lu un par exemple où la dépouille de la bête avait été retrouvée et grâce au clonage, la bête avait été reconstituée et était revenue à la vie et recommençait à tuer. Il y a tout plein de trucs comme ça qui étaient très intéressants et je me dis mais moi qui ai envie de travailler là-dessus, qu'est-ce que je peux faire de plus ? Qu'est-ce que je peux faire de différent qui n'a pas été fait ? Et je pense que, comme je disais, ne faites pas ci, ne faites pas ça, mais comme quoi les cordonniers sont les plus mal chaussés, c'est qu'à ce niveau-là, je n'arrive pas à appliquer ce que je vous dis moi-même. J'ai un petit peu essayé de tourner dans tous les sens, et comme je vous disais, il y a eu des BD, il y a eu des romans, il y a eu des films, il y a vraiment tout, des albums, il y a eu des choses qui sont historiques ou qui sont fictionnelles. Et moi, qu'est-ce que je peux faire là-dedans, en fait ? Et j'y ai peut-être quelque part un petit peu répondu, entre guillemets, c'est peut-être sous cette forme-là que je vais travailler, ou en tout cas que j'ai peut-être déjà travaillé sur la bête du Gévaudan, c'est que il y a quelques années, j'ai écrit une fanfic, et d'ailleurs c'est la seule fanfic que j'ai terminée. J'ai écrit une fanfic dans l'univers de Grimm, c'est une série télé qui malheureusement est terminée maintenant, une série télé plutôt d'urban fantasy qui tourne autour des folklores, autour des contes de fées, etc. Et j'avais trouvé que c'était un cadre absolument parfait pour la bête du Gévaudan. Et donc, ma fanfic était en gros, si vous voulez, quand Grimm rencontre la bête du Gévaudan. Et donc j'ai créé cette fanfic qui est vraiment conçue comme un épisode de la série qui pourrait très bien s'imbriquer en plein milieu, faire une espèce de one-shot comme ça en plein milieu de la saison 4. Je crois que j'avais prévu qu'elle s'insère dans la saison 4. Et ça se mariait parfaitement avec ce côté urban fantasy, fantastique, et le fait de mêler ce fait divers, cette histoire qui me touche vraiment, qui est la bête du Gévaudan, à quelque chose de beaucoup plus fantastique, à le mettre dans un genre dans lequel on l'attend peut-être pas forcément, c'était peut-être ça la clé qui
allait me faire travailler sur cette histoire d'une manière différente. Alors maintenant que j'ai terminé cette fanfic, elle est terminée depuis 2018 je crois, je me suis posé la question, qu'est-ce que je pouvais en faire autre qu'une fanfic, parce que c'est une histoire que j'aime beaucoup, c'est un univers que j'aime beaucoup, et j'avoue que j'avais envisagé de transformer ça, donc cette fanfic Grimm, en une espèce de le retravailler un peu comme je pense c'était quoi 50 Shades of Grey l'a fait par rapport à la fanfic qu'elle était à la base de Twilight, c'est-à-dire d'essayer d'en faire ma propre histoire, mon propre world building, etc. autour des contes de fées, autour du folklore. Mais j'avoue que pour l'instant, j'ai un petit peu du mal à le sortir du folklore et du world building de Grimm, de l'univers de Grimm, parce que ça colle absolument parfaitement et j'ai pas à ce niveau-là envie de faire du plagiat. Et donc c'est encore un projet que j'ai en tête et que j'essaye de trouver par quelle boule prendre. Deuxième anecdote qui ne me concerne pas mais que j'ai connue de près, on va dire. Je vais vous parler du Da Vinci Code. Alors, non, je ne connais pas Dan Brown, mais je vais vous parler d'une anecdote qui est arrivée donc à l'époque du Da Vinci Code. Alors, il se trouve que j'étais devenue amie avec un auteur qui avait commencé dans la fantasy et qui est parti beaucoup plus vers le thriller ésotérique, qui s'appelle Henry Lovenbruck. Alors, je ne sais pas si un jour Henry écoutera ce podcast, je lui dis un grand bonjour et un grand merci. Et en fait, à l'époque, je crois que c'était d'ailleurs son premier roman hors fantasy qu'il avait sorti, c'était un roman un peu ésotérique qui s'appelait Le Testament des siècles. Et dans le Testament des siècles, ça parlait d'un message caché de Da Vinci qu'il avait laissé dans je crois que c'était une lithographie ou une sérigraphie de Dürer à propos d'un message caché du Christ. Et voilà, en vous disant ça, vous vous dites, mais ça me rappelle Da Vinci Code, ça, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben ouais, c'était aussi la trame de Da Vinci Code. Et il se trouve que le Testament des siècles est sorti bien avant que soit sorti le Da Vinci Code, même je crois aux États-Unis. En fait, personne n'a copié personne, c'est juste que c'est un peu un truc de sérendipité, quoi. En fait, cette espèce de trame, d'intrigue était dans l'air du temps. Les choses ont fait que il y a deux personnes en France et aux États-Unis ont eu à peu près la même idée, à peu près à la même époque. Peut-être qu'il y a eu des choses qui les ont inspirés, que ce soit peut-être les mêmes choses. La redécouverte, je sais pas moi, de manuscrits de la mer morte ou des choses comme ça qui ont allumé une mèche, un peu la même mèche dans l'esprit de deux écrivains différents. Et il se trouve que donc le Testament des siècles est sorti avant le Da Vinci Code et on connaît ensuite le succès du Da Vinci Code qui a vraiment explosé tout sur son passage. Alors moi personnellement j'ai lu le Testament des siècles du coup bien avant que le Da Vinci Code ne sorte. Je n'ai pas lu le Da Vinci Code mais j'ai vu le film qui m'a profondément ennuyé, mais ça c'est une autre histoire. Je me dis que à la limite peut-être que les gens qui ont apprécié le Da Vinci Code vont se retourner, il faut leur dire, vous savez, si vous avez aimé le Da Vinci Code, vous aimerez peut-être le Testament des siècles, parce que peut-être il y a peu ou prou la même idée d'intrigue, mais les choses sont faites différemment, les dialogues sont différents, les personnages sont différents, etc. Parce que Henry Lovenbruck n'est pas Dan Brown, quoi. Et Dan Brown n'est pas Henry Lovenbruck, et c'est ok. Et ça peut donner des histoires différentes avec des intrigues similaires. Il y a 12 000 histoires d'amour, et il y a toujours quelqu'un qui tombe amoureux de quelqu'un d'autre, et c'est le cœur de l'histoire. Il y a juste des péripéties différentes qui, des fois, sont pas si différentes que ça, mais on tombe dedans à chaque fois. Donc, pourquoi est-ce qu'on devrait se limiter parce que ce n'est pas original, parce que, c'est pas grave. C'est pas grave, et ça fait 2 bouquins qu'on peut aimer ou ne pas aimer, c'est pas grave non plus. Mais faut pas que ça empêche le second de vivre, en fait, d'exister. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors je me rends compte que dans cet épisode, je me suis vraiment concentrée sur la partie écriture. Je pense qu'il y a aussi beaucoup à dire sur la peur de ne pas être original dans le dessin, mais vu la longueur de cet épisode-ci, je pense que je vais le garder pour peut-être un épisode spécial, un épisode à part. Dites-moi si ça vous intéresse aussi, cette peur de ne pas être original, cette peur de trop copier. Peut-être que c'est justement à ce niveau-là, ça rejoint la question de trouver son style de dessin qui est un problème existentiel pour beaucoup d'artistes. Voilà, c'est là-dessus que je termine cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, merci à tous ceux et toutes celles qui me suivent. Et on se retrouve dans un prochain épisode. J'ai besoin de boire, j'ai trop parlé. Je vous fais des bisous et à la prochaine dans un nouvel épisode. Ciao, ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur mes réseaux ou 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Et si vous voulez engager une conversation, vous pouvez d'ores et déjà me trouver sur mes comptes personnels, Instagram, Twitter ou Twitch, sous le nom de Kodaleya, et sur le compte Instagram de ce podcast, Créativité, THE, ou tout sans accent, .podcast. Je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, créez avec passion. Bye!